Ce que je voudrais évoquer aujourd'hui est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est au fond, comment est-ce que nous pouvons sortir de la trajectoire insoutenable qui est la nôtre? Quels sont les rôles respectifs des technologies, des gouvernements, des entreprises ou des hommes et des femmes ordinaires qui se mettent en route pour inventer autre chose? Et le film Demain que Marc a eu la gentillesse d'évoquer est évidemment à propos de ce quatrième récit autour de la transition. Je pense n'avoir pas à vous convaincre, vous qui êtes d'une génération qui est née avec les informations relatives au risque environnemental, je n'ai pas à vous convaincre de ce que notre trajectoire aujourd'hui n'est pas soutenable. Nous avons 1000 façons de représenter cela. Il en est une qui est très populaire. Elle consiste à mettre en rapport ces évolutions qui sont d'ordre socio-économique, croissance démographique, croissance du produit intérieur brut, de la richesse produite, croissance de l'utilisation de l'eau, de l'énergie, d'engrais, croissance de l'urbanisation. Et ces facteurs humains sont corrélés à des évolutions des écosystèmes, augmentation des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, augmentation par conséquent des températures moyennes à la surface de la Terre, acidification des océans, mais aussi augmentation par exemple de la déforestation ou des changements d'affectation de terre qui réduisent la biodiversité. Tout ça, vous le connaissez, je ne vais pas vous faire un cours sur l'écologie contemporaine. Je prends pour point de départ que, comme moi, vous êtes un peu inquiet et que vous vous posez, comme moi, la question de savoir quelle peut être votre part dans un changement à l'échelle sociétale. Et peut-être que, comme moi, vous hésitez entre 4 discours. Un premier discours qui consiste à dire ne regardons pas en nous-mêmes, ce n'est pas moi, en passant de la voiture au vélo ou en ayant des vacances moins exotiques qui vais changer les choses. Faisons confiance aux ingénieurs, aux solutions qu'ils vont développer, au département recherche et développement des entreprises. La solution, en effet, technologique, c'est par un saut technologique que l'on va pouvoir relever le défi qui nous est lancé. Et je voudrais m'emparer de ce premier récit pour introduire un peu de doute sur l'idée que les technologies vertes propres sont celles qui vont suffire à nous remettre sur une trajectoire soutenable. Je crois que c'est très important d'investir dans les technologies. Je crois qu'elles continueront de faire des miracles pour nous aider à réduire notre empreinte écologique. Mais pour plusieurs raisons, je ne crois pas que l'on puisse leur faire une confiance aveugle. Et bien qu'il soit confortable pour l'esprit de s'en remettre à elles, je pense que cela ne suffira pas. Et je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que quand on introduit une technologie nouvelle dans un système complexe, comme le sont les écosystèmes, où les boucles de rétroaction sont imprévisibles, où la chaîne des causalités ne peut pas être totalement comprise, où l'on ne peut pas anticiper tous les effets des interventions que l'on y fait, on s'expose parfois à ce qu'on peut appeler un effet boomerang, à des conséquences non prévues qui résultent de l'utilisation de nouvelles technologies. On a introduit par exemple des plantes transgéniques. Ceci, c'est une culture de soja transgénique en Argentine, dans l'espoir qu'en répandant du Roundup, un herbicide à base de glyphosate, l'on pourrait réduire l'utilisation totale de pesticides parce qu'un seul herbicide suffit à détruire toutes les mauvaises herbes et on n'a pas ensuite à se préoccuper de les écarter des champs. Et puis émergent, quelques années après, ce que vous voyez à l'écran, des super mauvaises herbes que l'on ne peut détruire qu'à force de pesticides beaucoup plus importants. On n'avait tout simplement pas anticipé cette adaptabilité de ces mauvaises herbes, entre guillemets, de ces adventices à l'utilisation de glyphosate. Ou bien encore, on a des projets de géo-ingénierie, comme vous le savez, pour lutter contre le risque de réchauffement climatique. Par exemple, en diffusant des sulfates dans l'atmosphère, on opère à la manière des volcans des rayons du soleil, ou bien on a
des grandes plaques, hein, c'est pas moi qui invente ça, c'est des gens qui travaillent là-dessus, très sérieusement, sans rire, des grandes plaques qui vont refléter vers l'espace les rayons du soleil pour éviter que l'atmosphère ne vienne se réchauffer. Et malheureusement, toutes ces idées, bien qu'elles aient beaucoup d'écho, parce que, évidemment, on aimerait bien que cela soit possible de s'en remettre à ces technologies, ne peuvent pas être mises en œuvre sans que l'on anticipe tous les impacts que cela peut avoir. Et malheureusement, ceci n'est pas facile ou possible même à faire dans des systèmes complexes. Quand Hans Jonas, le philosophe allemand qui publie le principe responsabilité en 1979, parle de la technologie nucléaire, il dégage de ces discussions un principe qu'il appelle in dubio pro malo. In dubio pro malo. Dans le doute, part de l'hypothèse que le scénario le plus pessimiste est aussi le plus probable. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'introduire des changements dans des systèmes complexes où les effets sont imprévisibles, sans tenir compte de la probabilité du scénario le plus dangereux. Il parle évidemment ici du recours au nucléaire avec les conséquences cataclysmiques qui résulteraient d'un accident. Et je pense que c'est une maxime utile à garder à l'esprit. Mais il y a surtout autre chose. Je vous demande de regarder ce graphique. C'est un graphique que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie en 2007. C'est leur 4e rapport d'évaluation. Et ce que ce graphique montre, c'est que la croissance économique, depuis 1970, on connaît les risques de changement climatique depuis le milieu des années 1970, la croissance économique a été peu à peu moins intense en carbone. L'intensité en carbone, c'est-à-dire la quantité d'émissions en équivalent dioxyde de carbone de chaque dollar de valeur produite, si vous voulez, cette intensité en carbone a légèrement diminué au fil du temps, grâce à des technologies plus propres, plus économes en énergie, etc. On produit plus de richesses avec un petit peu moins d'émissions de gaz à effet de serre par richesse produite. Magnifique! Peut-on s'en tenir à cela? Le problème, c'est que les émissions de dioxyde de carbone n'ont cessé au cours de la même période d'augmenter. Et en fait, au cours de cette relativement courte période de 35 ans, elles ont doublé. Pourquoi? Parce qu'à côté de ces gains technologiques, la population, c'est la ligne en vert, n'a cessé de croître, et les revenus, la richesse globale, n'a cessé d'augmenter. En d'autres mots, les gains technologiques ont été complètement annulés par la croissance démographique, complètement annulés par l'augmentation des richesses et donc des possibilités de consommation matérielle, et a fortiori complètement annulés par les deux ensemble. Et cet enseignement, il faut que nous le gardions à l'esprit parce que la croissance démographique, elle va se poursuivre. Nous avons des taux de croissance en Afrique tels qu'aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de personnes en Afrique. Elles seront en Afrique plus de 4 milliards à la fin du siècle. Et qu'à l'échelle mondiale, on va aller à sans doute 11,2 milliards à la fin du siècle, en passant la barre des 10 milliards vers 2050. Donc, ça va continuer d'être vrai que la pression démographique combinée avec la consommation d'une classe moyenne émergente dans tous les pays du monde va annuler les bénéfices des progrès technologiques. Je viens de parler de la classe moyenne émergente. Les économistes aujourd'hui parlent de plus en plus de l'effet classe moyenne, de middle class effect. L'idée est la suivante, c'est que quand un pays a un niveau de revenu qui est suffisamment élevé, autour de 6 000 $ par an et par personne, le mode de vie occidental, le nôtre, devient la norme. Chacun veut limiter, voiture individuelle, frigo, ordinateur, etc. Et il s'ensuit un changement brutal des modes de vie vers, au fond, des normes de confort qui sont celles de l'Occident développé. Et cet effet classe moyenne, qui concerne aujourd'hui la Chine, ici, qui a atteint ce niveau de revenu moyen, si vous voulez, vers 2007, concerne aujourd'hui l'Indonésie, l'Inde, 1,3 milliard d'habitants tout de même, qui vont brutalement évoluer vers des modes de vie à l'occidental, les Philippines, le Vietnam, un peu plus tard, vers 2020, ce sera le cas du Pakistan et du Nigeria, etc. Et ces pays
vont basculer vers des modes de vie qui sont complètement insoutenables, ceux qu'on a développés. Qui peut me dire quel est le nombre de planètes qu'il faudrait pour que chacun vive comme un ou une Belge moyenne? 6. Oui. Je pense que ça se situe entre 5 et 6, effectivement. J'avais retenu 5,5. Chaque année, c'est un peu plus. Le Luxembourg, c'est combien? 500. Vous n'êtes pas luxembourgeois, hein? Non. Donc, si on dit 5 planètes pour le mode de vie belge, combien de planètes pour le Luxembourg, vous pensez? 3. Beaucoup plus. 15. 30. Pourquoi plus? Parce qu'il y a 500 000 habitants. Et, Ah non, 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 mais c'est par personne. Hein. Parce qu'ils consomment plus. C'est l'empreinte écologique par personne. Juste les luxembourgeois. Les luxembourgeois. Ah oui. Je ne sais pas. Si, les chiffres dont j'ai... La réponse, c'est que le luxembourgeois moyen a un impact écologique qui est double de celui du belge. Et je donne cet exemple pourquoi? Parce que nous avons, si vous voulez, des études qui montrent à la fois la corrélation très nette entre la croissance des revenus, ici exprimée en richesse par habitant, et l'empreinte écologique, exprimée ici en nombre d'hectares virtuels qu'il faut pour satisfaire les besoins de consommation. La Belgique, ça se situe à peu près 5 hectares, hein, on est là, quelque part. Il y a une corrélation très nette, mais à niveau de revenu moyen égal, les pays peuvent se différencier de manière très nette. Les États-Unis ont des revenus par habitant comparables à ceux de la Suisse ou de l'Autriche, mais voyez où sont la Suisse et l'Autriche, ce sont des empreintes écologiques qui sont 2 fois moins. Je dis cela parce que je voudrais vous faire vous convaincre de ce que les modes de vie importent. Les technologies, certes, importent, mais la manière de consommer, de produire, de se déplacer, de se chauffer, de s'alimenter, cela a une importance décisive sur notre empreinte écologique. C'est une raison pour laquelle les technologies, sans réexamen de nos modes de vie, sans examen de conscience, en fait, ne seront pas à la hauteur du type de changement qu'il nous faut opérer. Il y a à cela une autre raison, ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous savez sans doute ce que c'est que l'effet rebond, la plupart d'entre vous sans doute sont familiers de cette notion. Il y a en fait une dimension économique et une dimension psychologique à l'effet rebond. La dimension économique, en fait, elle est double. C'est à la fois le fait que quand on introduit des technologies qui sont plus économes, par exemple une voiture électrique qui consomme moins de fuel par définition qu'une voiture essence, l'on va être incité à faire plus de kilomètres parce que ça coûte moins cher de remplir le réservoir. Et une voiture qui est plus efficiente en essence, on va être tenté de faire plus de kilomètres. Et même si on ne fait pas plus de kilomètres, on libérera du revenu qu'on va dépenser pour consommer autre chose, de manière telle que le gain que cette amélioration technologique représente est en partie, voire complètement annulé par le revenu qui est libéré et les possibilités de consommation matérielle qui se trouvent par conséquent augmentées. Ça, c'est les dimensions économiques, microéconomiques hein, de l'effet rebond dans le chef de nos modes de consommation individuelle, à quoi s'ajoute une dimension psychologique de l'effet rebond. Donc il faudrait parler en fait des effets rebonds plutôt que de l'effet rebond. Ces dimensions psychologiques, c'est que quand nous nous améliorons dans un domaine de l'existence, vous décidez de ne plus manger de viande parce que ça a un impact sur l'environnement important, ou bien vous décidez de rouler à vélo parce que c'est effectivement plus économe, enfin ça cause moins de pollution, bien que par ailleurs ça aille beaucoup plus vite aussi à Bruxelles. Mais vous compensez cela par le city trip que tous les mois vous prenez quand même avec votre amoureuse. Hein. Et les psychologues montrent bien notre compartimentalisation, notre comptabilité morale, elle fonctionne comme ça.
on s'autorise une liberté dans tel ou tel domaine parce qu'on est vertueux dans tel ou tel autre. Il y a des études nombreuses qui montrent ce réflexe psychologique. Vous avez devant vous le résumé de ma vie en 3 photos, bien que j'ai récemment fait le serment de ne plus prendre l'avion. Je le dis publiquement, ça m'oblige à respecter ce serment. Mais j'étais en plein dans cette compartimentalisation. Végétarien, vélo, mais avion. Et j'ai une empreinte écologique qui est certainement supérieure, si je m'en tiens à la moyenne d'âge de cette audience, certainement très supérieure à vous tous et vous toutes. Je le dis sans fierté. Et cependant, malgré tout cela, nous croyons encore aux technologies. Pourquoi? Parce que les psychologues nous disent vous êtes victime d'un biais d'optimisme. The optimism bias est une loi de notre cerveau qui est de plus en plus étudiée et qui en fait consiste à dire que nous surestimons notre maîtrise des événements, nous sous-estimons les risques que nous courons, nous avons confiance dans le fait qu'on va avoir une carrière magnifique et qu'aucun problème ne va nous affecter, sauf quand on est vraiment confronté aux problèmes ou on développe des dépressions. Mais nous avons une tendance à être excessivement optimiste. Comme cette petite souris qui dit à l'autre « Oh, il n'y a pas grand risque parce que leurs technologies ne sont pas fort au point, je peux quand même essayer de snatcher le morceau de fromage, etc. » Donc, c'est une réalité que très souvent nous sommes trop optimistes. Et quand on voit des scientifiques, et il faut leur rendre hommage pour leur travail, hein, la question n'est pas là, mais qui promettent des solutions qui vont nous dispenser de cet examen de conscience, nous avons envie d'y croire parce que nous sommes optimistes. Nous ne voulons pas écouter des discours collapsologues sur l'effondrement, etc. Pourtant, je vous les infligerai un peu avec ces discours ce soir. Donc, alors, dernier point sur les technologies. Ceci est une étude qui a tenté de situer ce biais d'optimisme par rapport à différents profils. Et ce qu'on constate, c'est que, en général, ceci est la bonne estimation du risque. La plupart des gens se situent dans une approche qui est trop optimiste, même s'il y a des gens qui sont excessivement pessimistes, un peu dépressifs, un peu anxiogènes. Okay? Bon, vous n'êtes pas là, hein, vous êtes probablement comme moi, hein, quelque part ici, peut-être un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes sont moins victimes du biais d'optimisme que les hommes. Pas vous, hein, et pas mon ami Olivier, parce que vous n'êtes pas l'homme ou la femme lambda, mais en général, évidemment. Pourquoi? Semble-t-il, parce que les hommes, plus que les femmes, ont été entraînés à se comprendre comme étant en pleine maîtrise de la situation, comme étant in control, si vous voulez, je n'ai pas de bon mot français pour ça, mais comme n'ayant pas à craindre que le risque se réalise à leur détriment. Les femmes sont plus naturellement prudentes et donc en fait plus proches de la réalité, bien qu'en général, les femmes comme les hommes soient victimes d'un biais d'optimisme, quoique légèrement, moins fortement prononcé dans notre cas. Et plus on est dans des positions de direction, dans la catégorie des leaders, plus on est victime de ce biais d'optimisme. En partie, c'est parce qu'ils sont victimes de ce biais d'optimisme qu'ils sont des leaders. Les gens avec qui j'ai passé l'après-midi, qui sont des entrepreneurs, il faut être numéro 1 de sa boîte d'au moins 10 employés, c'est tous des leaders, et c'est des gens qui en partie le sont parce qu'ils ont pris des risques en croyant à leur chance. Mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement synonyme de lucidité dans tous les cas. Alors, autant pour les technologies. Très important, continuons d'investir en elles, ça ne suffit pas. Peut-être qu'alors il faut voter pour des politiques qui veulent changer les choses et croire que le changement peut venir de l'État. C'est le deuxième récit. J'ai mes doutes. Et je voudrais exprimer mes doutes tout en vous encourageant à faire de la politique, parce que je crois que c'est important. Mais je voudrais vous exprimer mes doutes pour 5 raisons. La première raison, c'est que les études dont on dispose, bien au-delà de l'intuition qu'on peut avoir, montrent que les politiques sont excessivement attentifs à satisfaire les besoins des grands acteurs économiques, la Chambre internationale du commerce, etc.,
qu'à répondre aux attentes des citoyens. Il suffit d'ailleurs de voir l'actualité des dernières semaines. Hein. Exemple, Benjamin Page et Martin Gilens ont étudié la manière dont les parlementaires aux États-Unis, au Congrès américain, se positionnaient dans 1779 dossiers, policy issues. Ils se sont posé la question de savoir comment les politiques se positionnaient, les décisions qu'ils prenaient, en comparant ça aux attentes des citoyens ordinaires et en comparant ça aux attentes des entreprises. Et pour les citoyens ordinaires, vous avez ceci. Ça, c'est le nombre de dossiers en question. Ça ne nous intéresse pas tellement le griser ici. Ça, c'est le pourcentage de gens qui soutiennent une politique. 10%, 20%, 90%. Et ça, c'est la probabilité en ordonnée, la probabilité que la décision soit adoptée. Qui nous montre ce graphique? L'encéphalogramme des politiques est plat. Il n'y a pas plus de chances qu'une mesure soit adoptée si 10% des gens la soutiennent que si 90% des gens la soutiennent. Ça importe peu. Ça importe peu. Les mêmes dossiers réagissent très différemment aux attentes des acteurs économiques. Là, quand très peu d'entreprises souhaitent qu'une mesure soit prise, il y a très peu de chances qu'elle soit adoptée. Quand beaucoup attendent des politiques qu'une mesure soit adoptée, au contraire, les chances sont infiniment plus élevées. Ceci, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas même simplement le lobbying. C'est, je crois, parce que les entreprises disposent d'outils que les politiques ne peuvent pas ignorer. La menace, le chantage à la délocalisation, le contrôle des médias à travers la publicité qui constitue les revenus essentiels des médias, et surtout, la promesse que les entreprises peuvent faire, ou faire miroiter, que eux étant les champions des économies d'échelle et de la production à grande échelle de biens de consommation de base, les attentes des électeurs seront satisfaites pourvu qu'on laisse ces entreprises travailler sans être trop bridées. Et donc je crois que l'écoute dont les entreprises, les grandes entreprises surtout, les multinationales, bénéficient dans le chef des décideurs politiques, s'explique par des facteurs objectifs qui ne sont pas réductibles à un travail de lobbying. Je m'empresse de dire que ce qui est vrai des grandes entreprises, qui notamment peuvent, de manière plausible, faire du chantage à la délocalisation, n'est pas nécessairement vrai des petites entreprises. Et je suis toujours frappé de voir que les associations d'entreprises prétendent représenter tout le monde, alors qu'en fait les intérêts sont parfois très divergents selon le type d'entreprise dont il s'agit. Alors, deuxième raison de mon scepticisme par rapport aux politiques, c'est ceci. Vous reconnaissez cette Lula. Ah oui. Et à son chevet, Dilma Rousseff, évidemment, qui vient rendre visite à Lula. On est ici en fin octobre, début novembre 2011. Lula vient de faire l'annonce aux Brésiliens qu'il avait un cancer du poumon. Parce qu'il l'avait trop fumé au cours de sa vie. Et il est traité, il est soigné. En cancer de la gorge, peu importe. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que, à la suite de cette annonce publique, le nombre de Brésiliens et de Brésiliennes cherchant à arrêter de fumer, a augmenté de manière tout à fait étonnante. Regardez ce graphique. Vous avez les lignes vertes ici, c'est pour les années 2008, 2009, 2010, le nombre de consultations sur Internet par les Brésiliens, comment arrêter de fumer. Voilà. Et puis, Lula fait son annonce, on est fin octobre 2011, et paf, vous avez un pic de consultations sur Internet, comment arrêter de fumer. Le risque, évidemment, de cancer lié à la cigarette n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les Brésiliens et les Brésiliennes ont reçu un message visible. Une personne publique, en plus aimée de beaucoup de Brésiliens, est affectée par le cancer. Je dois peut-être, du coup, quand même m'inquiéter, quoi. C'est beaucoup plus efficace de voir Lula en photo sur son lit d'hôpital que de lire des statistiques arides et anonymes sur les risques liés à la consommation de cigarettes. C'est peut-être ça aussi le biais d'optimisme. Quand on voit des statistiques, on ne pense pas que ça peut vous arriver à vous. Mais si vous voyez un proche ou quelqu'un dont le visage est connu qui est affecté, là vous commencez à vous poser des questions.
Et ce que je voudrais quand même souligner, c'est que le risque environnemental, ou les risques environnementaux, changement climatique, érosion de la biodiversité, dégradation des sols, c'est, comment dire, c'est des slow motion risks. Hein, c'est des trucs qui se développent sur des dizaines d'années, qui sont des espèces de bombes à retardement, mais on n'a rien vu exploser. Ça ne vient pas d'un seul coup. Et si j'accepte les canicules qui se succèdent l'été et quelques phénomènes météorologiques extrêmes que certains audacieux rattachent à une surcharge d'électricité dans l'air, en fait, il y a très peu de signaux qui impactent sur ces risques environnementaux. Vous n'avez jamais souffert de pénurie sur les étals de vos supermarchés à cause des sécheresses, des inondations que subissent d'autres régions du monde. Et donc, comme moi, vous avez peut-être du mal presque à y croire, et en tout cas à avoir peur. Parce qu'on n'a pas vu de loup là, sur son lit d'hôpital, affecté par le changement climatique. Alors, troisième raison pour laquelle je suis un peu sceptique sur la capacité des politiques à vraiment répondre à la hauteur où il le faudrait, c'est ceci. Vous savez, j'ai longtemps cru, et mon ami Jean-Pascal Valipurzel aussi, donc on parle souvent de ces choses ensemble, que pour convaincre les gens de bouger, il fallait leur montrer des graphiques en couleur, des statistiques qui impressionnent, des rapports épais qui ne puissent pas contester avec un tas de références. En fait, ça ne marche pas. Si ça marchait, on aurait ça. On aurait une corrélation. Je suis désolé pour celles et ceux qui sont loin. Vous ne voyez rien, mais je vous explique. On aurait une corrélation entre l'amélioration de l'information scientifique et la perception du risque environnemental comme étant élevée. Plus l'information progresse et plus on aurait une perception du risque qui est renforcée. Et ça, c'est la théorie. C'est ce que croit le GIEC. Regardez la manière dont le GIEC communique, c'est incroyable. Ils pensent vraiment qu'en nous donnant 50 chiffres en 4 phrases, les consciences vont s'éveiller. Ça ne marche pas. Ce que montrent les chercheurs, et notamment un ami à moi qui s'appelle Dan Kahane, qui est psychologue à Yale, c'est que les courbes dans la réalité qu'on trouve, c'est celle-ci. Non pas une, mais deux courbes. Pourquoi deux? Parce qu'ils font un classement des gens en fonction de profils psychologiques. Ils demandent qu'on réponde à une vingtaine de questions, ils dégagent deux personnalités types. Il y a celles et ceux qui ont une vue égalitaire et communautaire de la société, qui sont capables d'empathie, qui veulent qu'on aide les plus pauvres, etc. Puis, l'autre profil, c'est hiérarchique, individualiste, méritocratique. Les hommes et les femmes qui pensent que la société ne doit pas aider les perdants et que s'ils perdent, c'est qu'ils n'ont peut-être pas investi suffisamment d'efforts, etc., etc. On peut caricaturer ça, peu importe. Si vous répondez à ces questions, il peut vous classer. Et il se fait que, pour les personnes qui ont une vue égalitaire, communautaire, plus d'informations environnementales, ça peut améliorer la perception du risque. On est dans une courbe légèrement ascendante. Mais pour les autres, c'est l'inverse. Incroyable. Incroyable. Plus le GIEC publie de rapports, et plus ces hiérarchiques individualistes, comme les appelle un peu méchamment mon ami Dan Kahane, vont ne pas y croire. Comment ça se fait-il? Incroyable. Il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, ces gens sont convaincus que la société telle qu'elle est juste. Du reste, ils en sont les gagnants. Ils n'ont pas envie de voir cela remise en cause, donc ils échappent à l'information qui déplaît. Et deuxièmement, plus on a des informations en grand nombre, plus on peut trouver dans ces informations des éléments qui permettent de renforcer son préjugé de départ. Lisez les rapports du GIEC avec les lunettes de quelqu'un qui voudrait qu'on n'y croit pas et qui lui-même est inconfortable avec cette réalité, donc il préférait ne pas devoir y croire. Et vous allez trouver un tas de raisons de ne pas croire à ce qui est dit. Par exemple, le risque est élevé, mais pas très élevé. Ou bien la probabilité est haute, mais pas la plus haute. Et donc, ils vont en fait trouver de quoi nourrir leur scepticisme dans la quantité d'informations qu'ils leur donnent. Et je pense que malheureusement, c'est ce biais que beaucoup de politiques ont
Dan Carey appelle ça, une fois de plus, un peu cruellement, le white male effect. En fait, il aurait pu dire encore plus méchamment the affluent white male effect. Parce qu'ils pensent, enfin, ils en déduisent que les hommes blancs, qui dans la société américaine sont en position généralement dominante, sont les moins susceptibles d'être convaincus par l'information contouriste. Donc, ils cherchent à protéger leur identité. Donner plus d'informations au public, c'est en fait polariser les gens, parce que d'un côté, il y a des gens qui vont développer une anxiété par rapport au risque environnemental, mais d'autres vont dire, mais non, vous voyez bien, il n'y a rien, lisez la note 187 du rapport, vous allez voir que tout ça, c'est des exagérations, etc. Donc, la diffusion d'informations scientifiques peut avoir un effet de polarisation dans une société. Alors, quatrième motif de mon scepticisme, vous reconnaissez peut-être cette figure, quelqu'un connaît? Qui a lu de Daniel Kahneman, dont vous voyez la photo, Thinking Fast and Slow. Vous l'avez lu? Merveilleux, n'est-ce pas? Best-seller mondial, extraordinaire. C'est un psychologue, prix Nobel d'économie en 2011. Magnifique, il faut lire ce bouquin. Une des lois psychologiques, entre guillemets, qu'ils mettent à jour, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation en français, ou l'aversion à la perte. C'est l'idée que symbolise cette courbe, que perdre 100 $ crée une désutilité, donc un inconfort, bien plus important que le gain de 100 $ ne représenterait d'utilité. Exemple. On rend un service sans se faire payer avec plaisir et on le fait bien volontiers, même si ce service, on aurait pu le marchander 200 €. Mais si on nous demandait de donner 200 € de notre poche, on aurait quand même quelques réticences, quoi. On a une aversion à la perte. Ce qu'on possède a plus de valeur que ce qu'on pourrait obtenir mais qu'on ne possède pas. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important pour tous les débats sur la transition écologique, parce que quand les politiques nous parlent de transition écologique, ils commettent souvent l'erreur de parler en termes de sacrifice, et donc ils n'en parlent pas, en fait. Parce que tout le monde a l'impression que rouler à vélo, c'est un sacrifice par rapport à prendre sa voiture individuelle, que renoncer à la viande, c'est un sacrifice, etc. Alors qu'il y a d'autres manières de parler de ces choses-là, en mettant l'accent sur l'imagination que cela permet de créer, que de réduire son empreinte, la convivialité qu'accompagne la transition écologique, la joie ou les joies simples que donnent des modes de vie plus sobres. Mon ami Rob Hopkins, par exemple, pour parler de descente énergétique, de réduction de notre consommation d'énergie, de manière très délibérée, au lieu de voir la consommation actuelle comme devant être réduite et donner l'impression d'un sacrifice, non, il nous dit, on a été chercher le pétrole, le gaz, très loin dans la Terre, et on va sortir à l'air libre, et enfin respirer. Et c'est simplement, dans la manière dont on présente les choses, une manière d'échapper à ce biais. Cinquième motif de mon scepticisme. Les politiques ont essentiellement deux outils à leur disposition pour changer le comportement. Il y a l'outil que les juristes leur soufflent à l'oreille, qui consiste à adopter des lois, qui pénalisent des comportements, obligent à faire telle chose sous peine d'amende, etc. Ou bien il y a les incitants économiques, subsides, taxes, pour récompenser ou décourager les comportements qui sont antisociaux ou qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Notez bien que ces deux outils que les politiques développent sont des outils qui veulent nous influencer de l'extérieur. On nous pousse à faire des choses, d'en haut. Moi j'ai des enfants, et je comprends pourquoi ça ne marche pas. Mes enfants me montrent tous les matins ce que les psychologues qualifient de théorie de la réactance. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Si vous googlez Brems, comme Brahms avec un E, 1966, un psychologue qui a parlé de la théorie de la réactance, vous trouverez tout là-dessus. C'est l'idée que quand on cherche à vous influencer, vous réagissez contre pour essayer de protéger votre liberté. Vous réagissez contre.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que les gens fassent ce qu'on voudrait qu'ils fassent, la menace de sanctions, la promesse de subsides et d'incitants économiques n'a que des impacts limités. En gros, on va certes essayer d'échapper à la sanction, on va certes essayer de contourner la taxe, on va certes essayer de capter le subside, mais on va en faire le minimum pour obtenir ces avantages ou échapper à ces inconvénients. On ne va pas être imaginatif, on ne va pas perdurer dans le comportement, on ne va pas développer des manières de se comporter qui vont avoir une véritable efficacité à long terme. Pour que des comportements persistent, il faut qu'ils soient motivés non pas extrinsèquement, mais intrinsèquement. Ça, c'est la terminologie des psychologues, notamment Edvard Dekir et Chad Ryan. En matière de lutte contre l'obésité, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est incroyable de voir comme toutes les injonctions extérieures ne marchent pas. Si les gens ne font pas de cela leur but, comme en matière de comportement pro-environnemental, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut, c'est créer une envie, un appétit pour faire des choses. Que le fait de recycler, d'avoir des transports doux, d'avoir une vie simple, correspondent à l'identité des gens, à l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, au regard de leurs enfants qu'ils veulent pouvoir croiser. C'est ça, la motivation intrinsèque. Okay? Il ne faut plus alors des menaces, des taxes, etc. En fait, ce que disent Dekir et Ryan, c'est que si les gens ont la liberté, l'autonomie, ont l'impression que leur comportement peut faire la différence, la compétence, et si, en adoptant tel comportement, ils ont l'impression qu'ils sont reliés au groupe, relatedness, c'est l'affiliation au groupe, à l'opinion duquel on attache de l'importance. Si les gens sont dans cette situation-là, ils vont faire les choses de manière autonome, par leur volonté propre, même si le contexte change. Et les changements durables viennent de ce type de motivation intrinsèque. Notez bien que pour les politiques, c'est très difficile à faire, ça. Hein, parce que le politique, dans son ADN, c'est je dirige la société, j'impose des trucs. Si vous ne voulez pas de moi, ben, changez de pays ou votez pour d'autres. Mais donner aux gens envie de faire quelque chose, les motiver à faire quelque chose, comme un entraîneur de foot motive les joueurs sur le terrain, c'est quelque chose à quoi les politiques ne sont pas habitués. Et je pense qu'il y a là un outil politique qui peut-être passe par une vision, un discours engageant, ou peut-être par l'exemplarité des comportements, que les politiques devraient explorer davantage. Alors, il y a un troisième récit, qui est de dire, ouais, les consommateurs commencent maintenant à voter avec leur portefeuille, comme on dit. Hein. Ils ont une attitude critique. Ils ne veulent pas seulement une quantité de biens à bon marché, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces biens ont été fabriqués, les impacts socio-environnementaux, etc. Donc ils sont attentifs à ça. Et peut-être que les entreprises vont être suffisamment vite incitées à changer pour que le salut vienne d'elles. C'est vrai que la responsabilité sociétale des entreprises n'a cessé de progresser depuis les années 80. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de raisons pour elles de remettre en question des comportements non durables ou des manières de produire, de consommer non durables. Je voudrais en citer 6, très rapidement. Croissance de l'investissement socialement responsable, croissance à 2 chiffres depuis 10 ans, donc c'est impressionnant de voir combien d'investisseurs maintenant sont attentifs aux risques de réputation, notamment que les entreprises prennent si elles ne font pas ce qu'il faut faire pour respecter les droits des travailleurs et réduire l'empreinte écologique. Les collectivités publiques, de plus en plus, introduisent des clauses environnementales et sociales dans les marchés publics. C'est encore un levier important, notamment au niveau local. Les actionnaires, de plus en plus, utilisent leur voix à l'Assemblée générale annuelle pour poser les questions qui dérangent au cadre de l'entreprise qui donc doit se préparer à être interpellée. C'est surtout vrai dans le monde anglo-américain. Quatrièmement, les consommateurs, je viens de le dire, je l'ai dit il y a un instant, sont de plus en plus dans la consommation critique et donc cherchent à s'enseigner. Ici, le facteur limitant, c'est que d'abord, toutes les entreprises ne sont pas des B2C, il y a beaucoup d'entreprises B2B, où c'est moins le consommateur qui importe, mais aussi l'information dont le consommateur dispose n'est pas toujours suffisante pour faire les bons choix. Hein. Donc, on se trompe facilement parce qu'on n'a pas toutes les infos qu'il faudrait avoir. Cinquièmement,
Bien entendu, beaucoup de démarches que les entreprises pourraient faire sont dans leur intérêt économique, notamment la réduction de la consommation d'énergie. C'est parfois des investissements importants au début, mais c'est souvent remboursé sur 3, 4 ou au maximum 7 ou 8 ans. Donc ça peut payer, si vous voulez, d'avoir une gestion plus efficiente des ressources. Et enfin, vous le savez mieux que nul autre, aujourd'hui les entreprises savent que leur capital n'est pas seulement financier, physique, ou même de réputation, c'est aussi un capital humain. Et attirer les meilleurs, les plus doués, les plus intéressants talents, diplômés, c'est crucial. Et combien de gens brillants n'ont-ils pas renoncé à accepter des offres venues d'entreprises parce que la réputation de l'entreprise ne satisfaisait pas leur souci de pouvoir être fiers de ce qu'ils font, tout simplement, et avoir un travail qui ait du sens, quoi. Donc je pense que ça, c'est aussi important. Tout ça est super. Mais il y a des pressions structurelles qui annulent en grande partie les espoirs qu'on peut placer dans cette mutation du monde de l'entreprise. J'en cite 4, vous n'en avez que 3 là, mais je m'en voudrais de ne pas citer la 4e. D'abord, la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire le fait que les entreprises ont besoin de faire appel à un actionnariat anonyme qui attend un retour sur leur investissement complètement inouï par rapport à ce que la croissance économique peut donner. Hein. Ils attendent des retours de 7% de l'an, alors que la croissance économique, elle est atone. Bref. Mais donc, il y a une pression sur les entreprises à satisfaire ces attentes des actionnaires. Donc, retour immédiat, c'est le court terme qui prime dans ces cas-là. Deuxièmement, on a voulu, depuis quelques années, aligner les incitants des dirigeants d'entreprise sur les attentes des actionnaires, pour éviter que le dirigeant ou la dirigeante prennent des décisions qui ne satisfont pas les attentes des actionnaires. On a payé les dirigeants de plus en plus, non seulement en salaire, mais aussi en stock option, en actions. Et donc leur intérêt à eux, c'est de maximiser la rentabilité à court terme, les profits à court terme, au détriment parfois du réinvestissement de l'entreprise, mais surtout de sa viabilité à long terme. Et puis, troisièmement, beaucoup d'entreprises font face à une concurrence internationale qui est un vrai obstacle à ce qu'elles changent leurs pratiques, parce qu'elles savent qu'au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine, les entreprises concurrentes sont beaucoup moins contrôlées, surveillées, réglementées. Ce n'est pas vrai de la PME qui offre des services de proximité, mais c'est vrai de beaucoup d'entreprises, y compris des petites entreprises qui font face à une concurrence sur les marchés locaux. Moi, je suis de ceux qui plaident au plan européen pour des clauses sociales et environnementales dans les politiques commerciales. L'Union européenne, qui a 21% du PIB mondial quand même, pourrait par là envoyer un signal très encourageant aux ONG environnementales du monde entier, aux mouvements sociaux qui se battent pour un développement plus durable ailleurs. Au lieu de ça, on fait comme si le commerce devait progresser en encourageant le dumping environnemental en particulier. Donc je pense que c'est un problème. Et c'est évidemment ce que me disent tous les entrepreneurs à qui je parle, c'est qu'ils voudraient bien faire plus, mais ils ne peuvent pas, parce qu'alors ils perdront les marchés. Et puis, dernièrement, quatrièmement, ce n'est pas ici, mais c'est là, les consommateurs, sauf nous, hein, on est une niche, quoi, mais beaucoup de consommateurs attendent surtout des prix bas. C'est quand même le premier critère qui, dans beaucoup de secteurs, emporte le choix du consommateur. Donc, cette économie low cost est un problème. Alors, maintenant, il y a une... Et là, j'en viens au titre de l'exposé. Il y a maintenant un quatrième récit qui s'installe, qui est celui des innovations sociales conduites par les citoyens et qui viennent d'hommes et de femmes ordinaires qui veulent changer les choses à leur échelle sans attendre que les solutions viennent de l'État, des entreprises, des ingénieurs qui développent des nouvelles technologies. Alors, dans mon domaine, l'alimentation, on a un tas d'exemples. Les chaînes courtes, les incroyables comestibles, les frigos solidaires, hein, où les gens mettent leur surplus et on peut se servir, les familles pauvres peuvent aller chercher
des choses dans ces frigos, les potagers collectifs urbains, les supermarchés coopératifs. Vous avez peut-être vu l'aventure de Biscoop à Schaerbeek, par exemple. Donc, on a un tas de choses qui se développent en matière d'énergie, d'alimentation, de mobilité, autour de cette prise en charge des citoyens par eux-mêmes qui veulent changer les choses à leur échelle. Ils n'attendent de personne une autorisation ou une injonction à agir. Ils ne veulent plus attendre, ils veulent avancer et ils sont extrêmement inventifs pour développer des nouvelles solutions. Alors, en fait, il y a deux questions que ceci pose. D'abord, pourquoi maintenant? Et ensuite, est-ce que ça peut faire une différence? Comme je n'ai pas le temps de répondre à la première question, j'attends votre invitation pour le prochain, je vais seulement répondre à la deuxième question. Est-ce que ça va faire une différence? Oui, vous avez échappé à pas mal de trucs. Hein. Mais ça, vous n'échapperez pas à ça. Quelqu'un connaît ce schéma? Non? Il est très... La prochaine fois, vous viendrez avec des jumelles, comme au théâtre. On va voir les slides après. Oui, voilà. Oui, Bonne on va voir les question. slides. Mais donc, c'est ce qu'on appelle la perspective multiniveau. Ça a l'air compliqué, c'est hyper simple en fait. Et c'est très utilisé dans les études de transition. Hein. C'est un vocabulaire qui facilite la discussion. Je vous introduis très brièvement à ceci. Tout en haut, vous avez le paysage socio-technique, hein, qui est en fait, c'est tous les facteurs exogènes sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Dégradation des écosystèmes, évolution de l'économie mondiale, bref, ce qu'on subit. Ce paysage fait pression sur le régime socio-technique, c'est-à-dire le système hérité. Alors, le système hérité, c'est un ensemble de choix économiques, politiques, technologiques, de trajectoires scientifiques. Ce régime dont nous héritons, par exemple, le système d'énergie, le système agroalimentaire, le système de mobilité dans une région, etc., ça nous vient d'avant. Il y a une très forte dépendance de sentiers, donc c'est un truc qui n'est pas adapté à nos besoins d'aujourd'hui nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les différentes composantes du régime ont coévolué. Cette notion de coévolution, elle est très importante dans la théorie des transitions. Elle veut dire que le système ici a beau être un peu dysfonctionnel et pas démocratiquement choisi, il est très résistant, résilient, résistant au changement, parce que les différentes composantes sont parfaitement adaptées les unes aux autres. On a développé des technologies qui ont encouragé l'émergence de tel ou tel acteur économique, qui en retour ont façonné les goûts des consommateurs et permettent d'influencer la politique, et donc tout ça se soutient mutuellement. Voilà. Et donc, la coévolution de ces différents éléments fait que ce régime est très difficile à changer. Et la question qui est importante est de savoir si ces innovations sociales qu'on a en matière d'alimentation, d'énergie, de mobilité, etc., les voitures partagées, les coopératives d'énergie citoyenne, les gazap à Bruxelles, etc., est-ce que ça a des chances d'avoir des impacts à l'échelle sociétale? Alors, quand on interroge les gens qui sont dans ces niches d'innovation, sur leur motivation, ils disent trois choses. Enfin, ils disent trois choses. Ils se répartissent en trois groupes qui disent des choses différentes. Certains disent, nous nous lançons dans le potager collectif entre voisins, nous nous lançons dans le partage d'une voiture à l'échelle de cette rue, parce qu'on veut se préparer à l'effondrement. On pense que la trajectoire est insoutenable, que tout va collapser. C'est un discours très à la mode. Et Jared Diamond, qui parle de l'écroulement de la civilisation de l'île de Pâques, c'était déjà ça, il y a 12 ans maintenant, plus de 13 ans maintenant, hein, collapse sur l'île de Pâques. Alors il a été réfuté, mais ça reste un discours très influent. Lester Brown de Columbia University a publié un bouquin, World on the Edge. Je ne recommande à personne de lire. C'est super et terriblement désespérant. Parce que la réponse, how to prevent environmental and economic collapse, la réponse est no way. Et puis vous avez évidemment ceci, qui a lu ceci de Servigne et Stevens? Alors c'est très interpellant, comment tout peut s'effondrer. Petit traité de collapsologie à l'usage des générations présentes.
Vous avez aimé? C'est un peu anxiogène. Ouais. C'est anxiogène. C'est même sans doute le moins qu'on puisse dire. Parce qu'ils pensent que le collapse, l'effondrement est inévitable, on ne sait pas exactement quand, sous quelle forme, mais on sait que c'est pas tenable. Et là réside leur pessimisme. Mais ils ont aussi un côté optimiste, qui est de dire, attention, en l'an 1, après l'effondrement, toutes les solutions, les potagers collectifs urbains, la pédagogie active dans les écoles, les frigos solidaires, ça va constituer le monde de demain. Et donc, moi, j'ai dit toujours à mon ami Pablo, mais vous êtes hyper pessimiste parce que, mon Dieu, on peut encore changer les choses, il n'y a pas de fatalité quand même dans la vie. Et vous êtes terriblement optimiste parce que, moi, les crises que j'ai vues, elles ont toujours débouché sur un renforcement des positions dominantes, une reconstitution d'un système qui avait pourtant échoué, et un accaparement par les plus puissants des ressources devenues plus rares. Voilà. Après la crise des prix alimentaires de 2008, c'est ça. Après la crise financière de 2009, ce fut cela. Donc je crois qu'ils sont trop optimistes s'ils pensent qu'on va tout d'un coup se réveiller dans une société conviviale. Mais ça, c'est le premier discours qu'on entend. Donc la première motivation des gens de ces niches, c'est on prépare l'an 1 de la révolution. Le deuxième discours consiste à dire on teste des solutions dans notre laboratoire, dans notre potager, entre voisins, etc. On ne prétend pas changer le monde, mais nous aidons le système à s'améliorer à la marge. On est les rustines du système. Et tant mieux, hein, tant mieux, parce que le monde va mal, il faut quand même des gens qui inventent des solutions nouvelles. Le problème, malgré tout, c'est que cela se prête facilement à la récupération et à la cooptation dans un système qui va alors se racheter quelques années de vie, un peu de légitimité, faire taire la critique, échapper à l'examen de conscience qui pourtant il faut faire de manière urgente. Ça, c'est mes voisins. Mes voisins. La rue du Sceptre à XL, vous êtes toujours bienvenus. On se réunit tous les mois, dernier dimanche de chaque mois, et on discute de ce qu'on pourrait faire, et émergent de ces discussions des choses incroyables, imprévisibles. Et par exemple, un jour, on s'est dit, on va nettoyer la rue. Alors on a décrété une journée mousse, et on a tous sorti nos plus belles perruques, bleues, blanches, et nos habits un peu colorés, en se disant, si on nettoie la rue en faisant beaucoup de ramdam et en mettant un peu en scène, de manière un peu fun, notre nettoyage, plus personne ne va jamais oser déposer un papier gras dans la rue. Et la rue sera belle pour toujours. On a fait ça 2 fois. La première fois, ça a tenu 24 heures, la deuxième fois 48 heures. Ça n'a pas marché, bien qu'on se soit beaucoup amusé au cours de cette journée mousse. Mais je donne cet exemple parce que l'échevin ou l'échevine, peu importe, d'Ixelles chargé de la propreté, n'a évidemment rien fait après cela. Et je dirais même, quelle aubaine que de voir que des gens s'occupent de leur propre rue, quoi. Est-ce que ce n'est pas problématique que de donner un prétexte à l'État, au pouvoir public, de ne pas remplir leurs fonctions, de se fournir leurs services, parce que les gens prennent en main leur propre destin? C'est une question qui se pose, ici de manière un peu anecdotique et franchement plutôt inintéressante, mais parfois de manière très importante et très délicate. Vous savez peut-être que dans le monde aujourd'hui, on gaspille beaucoup d'aliments. Quelqu'un peut me dire quel est le pourcentage de denrées qu'on perd dans le monde en moyenne? 40. Oui, pas mal. Vous êtes dans ce domaine ou... À peu près 40%, ça représente en gros 1800 milliards d'euros annuels de pertes. Ça vous dirait 1 800 milliards. C'est 2 tiers du PIB de la France, pour vous donner une idée, en pertes alimentaires. Par ailleurs, il y a des gens qui sont trop pauvres pour se nourrir bien,
Et donc, idée géniale, qu'on trouve par exemple dans la loi française de 2016, de février 2016 sur le gaspillage alimentaire, enfin contre le gaspillage alimentaire, c'est on oblige les grandes surfaces, en France et au-delà de 400 mètres carrés, à négocier un contrat, un partenariat avec une ONG, le Resto du Cœur, le Secours catholique, etc., pour que ces ONG puissent récupérer les invendus et les donner aux familles pauvres. Génial, non pas, n'est-ce pas? Win-win, super. Ici, c'est en Angleterre, mais le même système fonctionne. L'ONG s'appelle Fair Share. C'est le travail en moins pour eux, non? Comment? C'est le travail en moins pour eux. Ah, exactement. Alors, c'est un win-win-win parce que moins de gaspillage, des familles qui sont nourries et des emplois créés dans ces ONG. Mais, vous avez tout de suite compris le problème, c'est que si ces supermarchés devaient s'occuper de leur surplus, cela coûte à peu près 120, 150 euros par tonne de mettre en déchetterie ce qu'on veut écouler, voilà, ce dont on doit se débarrasser. 2, ici, l'ONG trie les invendus, donc ce n'est pas le magasin qui doit faire ce tri, ça leur économise des sous. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que ce système n'a pas été un incitant à mieux gérer ses flux et ses stocks. En fait, ce win-win-win est un vrai problème à long terme, alors qu'à court terme, ça paraît être une solution géniale. Et je le dis avec immensément de respect pour les travailleurs de l'aide alimentaire, qui pourtant souffrent psychologiquement d'être enrôlés, à travers les banques alimentaires, etc., dans un système qui ne répond pas aux problèmes structurels de la surproduction combinée avec un problème aussi structurel qui est l'absence de revenus suffisants pour des familles pauvres, parce que les politiques sociales ne sont pas à la hauteur des besoins. Et donc, est-ce que ce genre de système est à encourager? Mais oui, à court terme. Mais si ça ne s'inscrit pas dans une vision de réforme à moyen et à long terme, si ce n'est pas vu comme une opportunité de dénoncer la surproduction, le mismanagement des chaînes alimentaires et l'absence de protection sociale suffisante pour les familles pauvres, ça devient un vrai problème. Donc, cette récupération, cette cooptation peut être un problème. Alors, il y a un troisième discours qu'on entend de la part de ces innovateurs de niche, c'est on va créer la sociodiversité, on va multiplier les expériences, comme ça on apprend plus vite, mais surtout qu'on ne se mêle pas du système dominant, on reste dans notre niche, mais alors on paye du prix élevé de sa marginalité le fait de ne pas être récupéré. Et pour beaucoup de gens qui sont dans ces niches d'innovation, c'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être récupérés, mais en même temps, ils ne veulent pas rester dans la marginalité complète. Et c'est ça le trilemme. C'est ça le trilemme. Alors, que faire? Je terminerai par là. J'ai plein de choses à dire, mais je terminerai en disant qu'on peut inventer une manière d'utiliser cette énergie citoyenne en développant ce qu'on peut appeler un État ou une ville partenaire pour soutenir ces initiatives. Et peut-être que la transition passe par là. Et si elle passe par là, elle passe aussi alors par les pouvoirs publics, elle passe aussi par les entreprises, je m'explique. Vous connaissez peut-être Michel Boens? Qui connaît Michel Boens? Voilà. Donc Michel Boens qui est gantois et qui est le fondateur de la fondation Peer-to-Peer, spécialiste de l'économie collaborative. La ville de Gand lui a demandé de faire une sorte d'étude, de mapping, de cartographie des initiatives de transition à Gand. Et chose incroyable, il en a repéré 400, plus de 400. Et il a fait plein d'interviews avec les gens pour comprendre pourquoi ils s'investissaient là-dedans, ce dont il a besoin et tout. Et il a sorti de ça un gros rapport, très intéressant. Vous pouvez me remercier parce que je vais vous épargner la lecture de 300 pages en 2 slides, qui résume ses conclusions. Première conclusion, que je partage entièrement, c'est que pour que les initiatives de transition de ce type fonctionnent, elles sont ici au centre, sur base de la philosophie des communs, il faut que la ville partenaire favorise ces initiatives en fournissant les infrastructures et le soutien que ces initiatives, dont ces initiatives ont besoin pour prospérer. Et il faut que ces initiatives puissent s'allier à des entrepreneurs dans ce que Bowen appelle l'économie generative, qu'on pourrait appeler en français l'économie régénérative, peu importe. En fait, c'est l'économie sociale et solidaire
les petits entrepreneurs locaux, dont l'investissement dans ces initiatives ou aux côtés de ces citoyens peut donner une viabilité économique à ces initiatives qui sinon vont s'écrouler. Et pourquoi est-ce qu'elles vont s'écrouler? Moi je suis dans la transition, Marc Jacobs gentiment l'a dit, mais je vois beaucoup d'initiatives se casser la gueule au bout de 18-24 mois. Pourquoi? Parce que les gens s'épuisent. Ils font ça le soir, ils font ça le week-end, c'est bénévole, ils n'ont pas l'expertise, ils ne savent pas ce que c'est que d'approcher un échevin, une échevine pour obtenir. Ils ne savent pas remplir un formulaire pour un subside, et à défaut de résultats, ils s'épuisent. Il faut donc, pour qu'une initiative comme ça soit pérenne, c'est-à-dire dure dans le temps, qu'elle puisse s'allier à des vraies compétences de comptables ou de maraîchers, qui sont des gens du métier, et qui sont des entrepreneurs qui peuvent garantir la viabilité économique de ce qui se fait. Et en même temps, il faut que les politiques aident à ce que l'initiative puisse se développer en levant les barrières réglementaires, en accordant un subside, etc. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est une alliance entre le public, le social et l'économique, ou entre le politique, le civique et l'économique, si vous voulez, dans le respect des spécificités de chacun, évidemment. Le politique ne doit pas récupérer ou politiser une initiative qui vient, entre guillemets, d'en bas. L'économique doit respecter la logique spécifique du bénévolat des gens qui s'investissent, et ceux-ci ne doivent pas traiter les entrepreneurs comme le diable. Pour que cela marche, ces trois logiques doivent combiner leurs efforts. Et les initiatives de transition les plus prometteuses sont celles qui arrivent à ces combinaisons. Quelqu'un de Boisfort ici? Personne de Boisfort, hein, quand on va faire une conférence à Boisfort. Vous êtes quand même, l'affaire du champ d'écailles. Vous connaissez? Oui? Bon, c'est un exemple. Un terrain vague dont personne ne fait rien, destiné à ce qu'on construise des logements, et des gens disent, mais nous on veut construire un grand potager collectif urbain. La région accepte de jouer le jeu, on met donc ce terrain à disposition de jardiniers apprentis, hein, amateurs, hein, qui rêvent de faire un potager, etc. Ça se casse la gueule parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent pas ce que c'est qu'une tomate. Ils font appel à un maraîcher professionnel, c'est une ferme à 500 mètres ou 600 mètres, qui peut les conseiller. Et les gens de cette ferme viennent donner un coup de main, en même temps écouler leurs produits laitiers, etc. Et on a là l'exemple typique d'une alliance entre ces trois logiques. Et ça marche. L'autre slide, c'est celle-ci que Michel Bowen présente. Il insiste sur la démocratisation nécessaire des décisions qui sont prises par la ville, parce que c'est seulement à condition que les gens puissent avoir une voix dans la manière dont les décisions sont prises, que ces décisions vont vraiment soutenir les initiatives citoyennes plutôt que les brider ou être incapables de les épauler, si vous voulez. Donc, il en appelle à un conseil de politique alimentaire pour soutenir l'initiative de transition alimentaire de la ville de Gand. Gentongard, c'est le nom de ce programme. Et je pense que ça, c'est également important. Alors, je résume ce que j'ai dit avant de vous donner une dernière slide. Je promets que ce sera la dernière. Et je vous promets encore plus beau qu'elle sera optimiste. Parce que jusqu'ici, bon, il n'y a pas que de l'optimisme. Hein. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que la foi aveugle dans la technologie, c'est problématique, même si notre biais d'optimiste nous incite à vouloir y croire. Qu'il ne faut pas mettre trop d'espoir dans l'action venue d'en haut des gouvernements. Qu'il y a des limites à ce que les entreprises peuvent faire dans le contexte économique où elles opèrent, et que ces initiatives citoyennes ne sont pas la panacée. Elles doivent accepter de se confronter aux politiques, de s'allier aux politiques et de s'allier à l'entreprise pour pouvoir fonctionner de manière durable. Mais l'intérêt de cette transition par le bas, de cette société qui se met en motion sans prendre le pouvoir, si vous voulez, qui veut changer les choses sans prendre le pouvoir, c'est que peu à peu, ces initiatives changent les normes sociales et notre perception de ce qui est désirable. Voilà. Et socialement valorisé. Or, les études dont on dispose, je ne sais pas si vous allez me réinviter, parce que c'est tous les slides auxquels vous avez échappé, mais j'aurais pu vous punir avec 2 heures de plus. Mais c'est ma dernière slide.
sur cette question des normes sociales. D'un côté, les normes sociales, c'est un vrai problème parce que c'est ce qui nous empêche de faire ce qu'on voudrait faire pour être en paix avec sa conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, avant de vous retrouver ici en plénière, je discutais avec l'une d'entre vous et je parlais de mon intérêt au nouveau pour l'idée d'objection de conscience écologique. L'idée que, exactement comme on peut refuser de faire certaines choses pour des motifs religieux, on devrait pouvoir refuser de faire certaines choses, comme prendre l'avion pour des motifs écologiques. Et il faudrait que cela ne soit pas pénalisant dans une carrière professionnelle, notamment. Il faudrait que cela soit suffisamment valorisable pour que peu à peu, ils deviennent, comment dire, moins socialement acceptable de prendre l'avion pour un oui ou pour un non alors qu'une vidéoconférence pourrait être organisée, et tout à fait commun pour les gens de refuser de prendre l'avion. Voilà. Objection de conscience écologique. J'avais 3 autres idées. S'il y a une question, je serais content de vous donner les 4 manières dont, me semble-t-il, les politiques peuvent favoriser l'innovation sociale citoyenne, mais je ne vais pas les afficher maintenant. Je termine avec ça. Donc, les normes sociales sont parfois un problème, parce qu'elles nous empêchent de faire des choses qu'on a envie de faire pour ne pas être complice. Mais ces normes sociales peuvent changer. Et parfois, elles changent plus vite qu'on ne le pense. Les études dont on dispose sur voilà, les tipping points in social convention, hein, ça c'est une étude de 2018, toute récente en fait, il y a quelques semaines, c'est en fait une méta-étude qui a repris différentes études qui ont tenté chaque fois de comprendre comment la norme sociale changeait dans une communauté. Exemple, aux États-Unis, à un moment donné, on a dit on ne va plus parler de Noirs, on va parler d'Afro-Américains, African Americans. On a changé la norme linguistique. Okay? Parce qu'on pensait que c'était politiquement plus correct. Il a fallu que les gens s'habituent à ces nouvelles. Et puis ça devient la norme. Et aujourd'hui, dire un Noir pour désigner un Africain-Américain, c'est vraiment péjoratif. Ces normes sociales peuvent changer. Et ce que montrent ces études, et ça c'est chaque point c'est une étude, c'est que quand la minorité agissante, hein, la committed minority, voilà, committed minority, est de moins de 25%, elle a peu de chances de faire changer la norme. Ça c'est les chances de changer la norme, c'est-à-dire la capacité de changer la position des autres joueurs. Mais dès qu'on dépasse 25%, vous voyez que les chances que la norme bascule brutalement sont beaucoup plus grandes. Pensez à la norme sociale autour de la cigarette, par exemple. Je pense aujourd'hui que la norme sociale sur la voiture individuelle est en train de changer. Vous qui êtes des jeunes entrepreneurs dynamiques, vous avez un rapport à la voiture qui, Dieu merci, est très différent de celui que les gens de ma génération ont eu. Okay? Et la bonne nouvelle, c'est que pour qu'une norme sociale change, c'est pas comme au Parlement, il ne faut pas 50% des voix plus une. Il suffit d'une minorité de 25%. Et je pense que cette minorité est en train de croître. Je pense qu'on est à 10, 12%, qui réfléchissons à nos manières de consommer et de produire, qui sommes soucieux de notre empreinte écologique, qui réfléchissons avant de prendre des décisions à cette dimension-là de ces implications. Et demain, on sera 15%, et demain peut-être 20%, et quand on sera 20%, ben, je reviendrai, puis on fera la fête. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à quelques questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas. C'est moi qui distribue le... Oui, je vous en prie. Moi j'ai 2 questions. D'abord, j'aimerais beaucoup que vous élaboriez sur qu'est-ce que vous pensez que les politiques peuvent faire pour soutenir, et aussi à quel niveau. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment accès au niveau local ou ça peut... voilà, si le national peut être tout aussi efficace et l'européen aussi. Et alors, je serais aussi très intéressée de savoir ce que vous faites actuellement. Enfin, voilà, comment vous... Pardon? Ce que je fais en quel sens? Ben, comment vous vous positionnez, comment vous agissez en fait pour mettre ça en œuvre? Ok, donc, excusez-moi, hein, je vous ai vu, mais je note pas les questions, comme ça ce sera plus fidèle, je promets d'être bref. Non, d'abord... Peut-être pas comment, ce que vous faites, mais est-ce que vous... Enfin voilà, est-ce que vous pensez vraiment qu'il devrait être fait et que vous aimeriez... Enfin... Ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'il soit une priorité à faire? Enfin oui, en fait, non. Titre personnel. Ben, en fait, je me dis si
voilà, si vous, enfin, vous avez votre idée que c'est ça qui doit être fait, je me demandais comment vous faites personnellement pour mettre ça en œuvre. Ok. Oui, donc la question n'est pas si je suis dictateur, qu'est-ce que je ferais, mais ce que je fais dans ma vie quotidienne, etc. C'est ça. Enfin, bref, je répondrai. Je reposerai la question à ma façon. Non, mais donc, oui, je crois que si vous voulez, ces initiatives sociales, ces innovations sociales citoyennes, je suis un peu crevé, je crois qu'il faut arrêter de penser que ça vient spontanément et qu'il suffit d'attendre pour que ça produise des effets positifs à l'échelle de la société. Je crois qu'une manière de faire de la politique aujourd'hui, c'est de se dire on peut créer un environnement favorable à ce qu'elles émergent. Et parmi les mesures qui me semblent pouvoir être prises, il y a la reconnaissance de l'objection de conscience écologique. Il y a aussi l'idée que je voudrais explorer davantage, donc je le dis sous toute réserve d'études plus approfondies, mais d'un congé civique. On a le congé parental, que j'encourage d'ailleurs les gens à prendre, et idéalement il devrait être obligatoire pour les hommes et les femmes, enfin, les pères et les mères ou les adoptants. Non seulement parce que c'est chouette pour la vie de famille, mais aussi parce que ça nous oblige à prendre une certaine distance bien nécessaire par rapport au travail. Donc, et pourquoi pas un congé civique? La formule étant, vous avez un beau projet à mettre en œuvre qui est viable, enfin vous avez un business plan, etc. On vous donne pendant 6 mois, je ne sais pas moi, l'équivalent de 70% de votre salaire sur les 5 dernières années, et vous avez carte blanche pour réaliser le projet. Congé civique. Et les projets seraient validés par une procédure démocratique permettant de dégager du temps et de professionnaliser la mise sur pied d'initiatives de transition. Évidemment, il faudrait que la proposition que vous faites soit économiquement viable, donc vous devez montrer quel soutien vous auriez en subside ou comment ça peut être viable parce que il y a un circuit marchand qui se met en place, etc. Mais, donc c'est finançable grâce à ça. Mais un congé, un droit de congé civique. Ça, c'est une deuxième idée. Une troisième idée, vous savez, on a ces médiateurs culturels qui introduisent les gens à la culture en les accompagnant dans leur fréquentation des théâtres, des musées, etc., de manière très individualisée. Pourquoi pas des médiateurs écologiques ou des médiateurs de la transition qui vous accompagneraient dans votre vie quotidienne en identifiant tous les nombreux leviers que vous pourriez utiliser que vous n'utilisez pas. Par exemple, vous n'osez pas rouler à vélo parce que vous avez peur de la circulation, ou bien vous n'avez jamais pris le métro, vous faites une montagne du fait de prendre le métro, etc. Vous rigolez, mais il y a des gens comme ça. J'en connais, donc je ne les cite pas, mais j'en connais qui prennent les transports en commun, c'est effroyable, quoi, parce qu'ils pensent qu'on va voler leur sac à main et se faire agresser si c'est passé 10 heures, donc c'est dingue, quoi. Et donc, la médiation, et franchement, le petit clic qu'un médiateur de la transition permettrait de provoquer peut être extrêmement intéressant. Puis, il y a une quatrième mesure à laquelle je pense, qui consiste à avoir à l'échelle d'une commune ou d'un quartier des lieux à partir desquels les initiatives qui sont prises peuvent faire examiner par quelqu'un qui connaît ça tous les soutiens auxquels ces initiatives ont droit. Ou tous les subsides, par exemple pour l'isolation des bâtiments ou le placement de panneaux photovoltaïques sur les maisons, etc. Je constate dans ma pratique quotidienne que plein de choses sont possibles, mais les gens n'en ont pas conscience, ou bien ne veulent pas remplir les formulaires, et c'est trop lourd, c'est incompréhensible, etc. Donc des gens qui facilitent l'utilisation des outils qui sont à disposition des gens pour opérer une transition. Peut-être que le médiateur de transition et cette dernière fonction peuvent être mis ensemble. Mais donc ça c'est ma réponse. En fait, alors, finalement, pour tenter de répondre à votre question, moi, que j'essaye encore de déchiffrer, mais je crois que comment dire, je crois que le discours qu'on tient sur la transition écologique n'est pas crédible si soi-même on n'est
pas dans une démarche de changement. Voilà. Donc oui, moi je fais ce que je peux. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne se disent pas c'est urgent de changer, c'est qu'ils se disent mais après tout les gens qui nous parlent de ça ils ne changent pas eux. Et quand on est dans une société où les élites ne cessent pas d'être dans des jets et où les gens qui parlent de climat vont à des conférences internationales à tout bout de champ pour parler de la nécessité de ne plus prendre l'avion, c'est dingue, quoi. Moi-même, j'ai des chercheurs dont la carrière progresse quand ils vont faire des congrès à l'autre bout du monde où ils parlent, je vous parle d'expérience, c'est pas une invention, devant 12 personnes pendant 12 minutes à Rio de Janeiro. Je signe comme ça le truc. Je veux bien, moi, qu'ils aient besoin de... Mais c'est pas normal qu'ils fassent cela. Donc ça rejoint peut-être l'objection de conscience écologique, quoi. Donc, voilà, c'est ça que je peux dire pour l'instant. J'encourage aussi le milieu de la transition à parler avec les politiques, à parler avec les entreprises, parce que je vois beaucoup de gens qui s'épuisent à force de vouloir rester protégés de tout ce qui risque de les salir, quoi. Et ça, je crois que c'est une erreur. Je crois que maintenant, les villes de transition, ça a été lancé en 2006. 12 ans après, il est temps de s'arrêter, de se demander ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui marche, c'est quand on est arrivé à créer des alliances avec les municipalités notamment, les communes, et avec des gens qui ont des compétences techniques et accès à l'investissement, à du capital pour que les initiatives puissent être pérennes. Voilà. Vous parlez des 25%, mais comment accélérer ce chiffre, ouais. Vu l'urgence de 2030, ouais. 1,5, ouais. Est-ce qu'on peut accélérer le changement de normes sociales? Oui, c'est la question décisive. Hein. Ma conviction très provisoire, parce que je crois que les 4 leviers doivent être utilisés, hein, donc évidemment, mais les changements de mode de vie sont la condition de tout le reste. Sans ça, avec l'effet rebond, avec les blocages politiques, avec la pression économique, rien ne fonctionnera. Mais les changements de mode de vie, c'est à la fois très dur, parce que ça oblige à une sorte d'examen de conscience personnelle. Vous savez, je me suis souvent dit, le changement climatique, se serait réglé en 3 clics, si c'était des extraterrestres qui nous avaient envahis, entre guillemets, en enroulant la Terre sous une couverture pour nous faire griller. Si c'était ça, tous les gouvernements du monde s'uniraient dans une résistance, quoi. Mais le problème, c'est que le mal est en nous, quoi. Et donc, c'est très difficile. Et en même temps, les changements de mode de vie, ça ne dépend que de nous. Et c'est crucial. Alors, ma réponse provisoire, c'est rendre ça cool, convivial, désirable, souhaitable, à travers l'exemple de Lula, quoi, hein, à travers des personnes qui signifient quelque chose pour le public et qui s'engagent. Voilà. On prépare là un texte avec Jean-Pascal Van Yperseel et Philippe Marbet et d'autres, climatologues de l'UCL, expliquant comment les scientifiques en Belgique, dans leur vie quotidienne, changent. Le message étant, on ne se contente pas de donner des messages, on change, voilà ce qu'on fait, quoi, très concrètement. Et l'idée, c'est que nous espérons que d'autres vont faire la même chose. Voilà. Donc moi, je crois que l'exemplarité, c'est vraiment la clé. Et personnellement, enfin, je ne sais pas pour vous, mais ce qui moi, m'a fait changer parfois de comportement de manière radicale, ce n'est pas la lecture des rapports des scientifiques ou les appels des 15 000, c'est la fréquentation de gens pour qui j'ai immensément de respect et dont l'exemple m'inspire. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Et ça peut basculer assez vite. Mais c'est vrai que la course de vitesse est engagée, je ne suis pas sûr qu'on va la gagner. Ouais. Monsieur, tout au fond? Je pense qu'à votre avis, la Chine ou l'Inde relèvera leur défi énergétique? Ouais. Écoutez, d'abord, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Hein. Je vois que par exemple la géothermie dans quelques pays africains, par exemple, notamment le Kenya, ça progresse très vite. Il y a d'énormes potentiels dans pas mal d'endroits. Il y a des énergies renouvelables non suffisamment viables aujourd'hui.
économiquement viable aujourd'hui, simplement parce que le prix des énergies fossiles est trop bas. Voilà. Mais je crois que vous posez cette question sans doute surtout parce que vous voyez, comme tout le monde, que dans ces pays émergents, une attente de vie à l'occidental se fait jour, qui fait que énormément de pression sera mise sur les ressources de la planète. Et de même que nous ne voulons pas réduire la voilure, de même eux ne voient pas pourquoi ils devraient s'interdire d'avoir accès aux biens de consommation courants auxquels nous nous sommes habitués. Alors, je crois pour ma part que ce sur quoi il faut miser, c'est sur les innovations sociales, j'abuse un peu du mot ici, mais dont les pauvres sont les inventeurs. Les pauvres, les déshérités, dans des pays comme l'Inde ou la Chine, sont des gens qui savent très bien comment faire plus avec moins. Ce sont des grands spécialistes du recyclage. J'ai étudié le gaspillage alimentaire, je vous jure, ils ne gaspillent rien. Ce sont des gens qui savent très bien que la résilience par rapport aux chocs économiques comme climatiques, ça vient de liens de solidarité que l'on tisse autour de soi. Et je crois qu'on peut apprendre énormément de cela, de ceux-là et de celles-là. Et en fait, je suis dans un comité international qui organise une marche de Delhi à Genève. Elle part en septembre 2019, elle arrive à Genève le 25 septembre 2020, 5 ans après la proclamation des objectifs de développement durable. Vous êtes tous invités, il y a aussi une marche qui part de Bruxelles. Ça va traverser l'Italie, on s'attend à ce que peu à peu plus de gens rassemblent, et qu'à Genève, il y aura un grand... Bref. Et le message qu'on veut envoyer, c'est les gouvernements doivent apprendre des pauvres. Il y a là un gisement inexploité d'innovation sociale sur lequel on peut miser. Si vous voulez, l'idée étant que les politiques, ils font du policy making très facilement, c'est leur manière de pratiquer naturelle. Il faut plus de policy taking. Apprendre des plus pauvres comment vivre avec moins de moyens. Et mon souhait, si vous voulez, c'est que, mais c'est un souhait dont je vois bien combien il était réaliste, hein, mais que les modes de vie sobres et simples et sages deviennent peu à peu désirables, parce que l'inverse, c'est l'inconfort psychologique de se sentir complice. Dans une des 160 slides que je n'ai pas montrées, je parle de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est cette souffrance psychologique que les psychologues diagnostiquent quand les comportements que l'on a ne sont pas conformes à l'information dont on dispose. Et alors on est inconfortable. Soit on change son comportement, soit on nie ses informations. Mais en tout cas, on vit cette espèce de... Voilà. Et moi, j'ai vécu ça beaucoup, étant donné mon mode de vie. L'ONU, pensez-vous, j'ai fait 15 fois le tour de la planète, hein, au nom de l'alimentation. Et maintenant, je refuse, quoi. Maintenant, je refuse. J'étais, il y a 3 mois, la Banque mondiale qui veut que j'aille à Washington, un aller-retour, un beau cachet pour parler 20 minutes à la direction de la Banque mondiale. Ils ne s'imaginaient pas que je puisse refuser. J'aurais dit, je ne vole plus, quoi. Désolé, je ne vole plus. Et il ne se pose même pas la question, si vous voulez. Et tant qu'on a une institution qui fait des rapports géniaux sur le changement climatique, mais ne se pose pas la question de savoir si on continue à faire des vols transatlantiques au lieu de trucs vidéoconférences, il y a un vrai problème. Et ma souffrance dans ce genre de cas est telle que j'ai refusé d'aller. Voilà. Depuis, je ne prends plus l'avion. Il me semble qu'une femme avait... Oui. J'alterne. Donc, j'aimais bien le cas avec donc, le cas du cancer du poumon. Ensuite, on le voit, c'est très visible et on évite de fumer. Je trouve qu'au niveau transition, c'est ça où je pense, et ça revient peut-être la question de madame, là, c'est vrai que voilà, on sait qu'il y a un problème, on sait que le climat, la température augmente, mais c'est quoi un peu la solution miracle? C'est toute une série de mesures finalement, que même si nous ici, donc c'est-à-dire voilà, on ne prend pas l'avion, on mange local, on évite la viande, enfin on les connaît, mais il y en a tellement qu'en fait je trouve qu'on devrait avoir limite un espèce d'index ou un score qu'on pourrait avoir, dire tiens toi t'es genre à 99%, Ouais.
un gros consommateur, ça ne va pas, et toi, tu es genre à 20%, super. Enfin, je trouve qu'on devrait avoir cette espèce d'index et de donner des mesures très concrètes. Tiens, voilà, moi j'ai fait 3 changements, et ben ça a permis de diminuer X. Ouais. Est-ce que ça existe, ce genre de choses? Oui, mais en tout cas, l'intuition est, me semble-t-il, vraiment bonne, parce que ce qui a bien marché, par exemple, c'est ce qu'on appelle les familles à énergie positive. On a en France des familles qui comparent leur progrès en matière de réduction de leur consommation d'énergie. Alors, elles sont d'autant plus incitées à le faire que ça réduit la facture d'électricité, mais ça devient un jeu. Et les enfants même, à qui on a toujours peur d'imposer des sacrifices, etc., se prennent au jeu et corrigent leurs parents quand leurs parents font un mauvais geste, etc. Et ces familles à énergie positive, donc c'est positif, hein, c'est pas sanctionnant, c'est pas pénalisant, et ça devient comme un jeu. Et c'est beaucoup plus utile pour changer les comportements que des normes autoritaires. Il y a la mise en compétition ludique de gens qui comparent leurs performances. Donc il y a ce précédent-là avec des amis à Montpellier, pas à Montpellier, mais en Drôme, à Cray, où on essaie de faire la même chose sur l'alimentation, donc on a des scores, etc. Et on encourage les familles à comparer leurs performances sur 3 mois, 6 mois, etc. Mais bon, il faudrait que ce soit à grande échelle, effectivement. Certains parlent comment dire, de quotas qu'on pourrait épuiser et qui seraient mesurés. Bon, il faut être attentif à ce que l'écologie ne soit pas assimilée à des mesures autoritaires et au sacrifice, quoi. Donc, moi, je crois que l'écologie, ça peut être super fun, hein, parce que c'est stimulant pour l'imagination, c'est reposant pour l'esprit. Ça permet de s'épargner pas mal de voyages emmerdants, entre guillemets, d'affaires. Et c'est... Voilà. Mais la plupart des gens ont peur d'un renoncement. C'est pas un renoncement, en fait. C'est au contraire une cohérence qui est un luxe, je pense, profondément. Je voudrais juste ajouter une phrase en réponse à une question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas répondu, ce que je regrette. Vous avez demandé à quel niveau de gouvernance est-ce qu'il faut agir. Et je pense que c'est une bonne question parce que sans une coordination entre les différents niveaux de gouvernance, on ne va pas y arriver. Très souvent, les initiatives qui sont prises au niveau local, par exemple au niveau des communes, sont bloquées. Alors la Belgique est vraiment un cas extraordinaire parce que c'est un millefeuille, hein, la répartition des pouvoirs. Moi, j'ai travaillé un peu sur l'alimentation et c'est incroyable. On ne peut rien faire sans que commune, province, région, État fédéral et Union européenne, en fait, soient alignés. Mais ils ne sont pas alignés. C'est des majorités politiques différentes, c'est des paradigmes différents. Le paradigme de l'Union européenne, j'adore l'Europe, hein, moi je suis un fédéraliste européen, je m'investis dans les débats, etc. Mais le paradigme, c'est quand même homogénéiser, uniformiser, stimuler la concurrence entre les territoires, alors qu'il faut l'inverse. Il faut miser sur la diversité comme atout et comme richesse pour l'apprentissage collectif, et il faut une approche beaucoup plus territoriale des questions de transition. Mais cette espèce de paradigme qui domine les politiques de l'Union européenne, en matière d'agriculture, d'alimentation, c'est caricatural, c'est l'inverse de ce que les communes essayent de faire. Quand des ministres, comme le ministre Le Foll sous le gouvernement Valls, chargé de l'agriculture, Le Foll sous le gouvernement Valls, essayent d'avoir des projets alimentaires territoriaux à l'échelle locale en France, mais ils se rendent compte que ça va à rebours des exigences de l'Union européenne de ne pas discriminer, surtout entre producteurs locaux et producteurs d'ailleurs, quoi. Donc il y a là un vrai débat qu'il faut tenir sur la reterritorialisation des politiques. Et l'alignement, comme on le dit au yoga, si vous voulez, l'alignement entre ce qui se fait au niveau supérieur de gouvernance et ce qui se fait au niveau local. Voilà. 2 dernières questions. Je vous en prie. Vous avez dit il y a quelques minutes, la course est enclenchée, je ne suis pas sûr qu'on va la gagner. Je me demandais si vous, à l'esprit, vous aviez un critère simple et quantifiable qui permettrait de dire, ok, si on arrive à ça, c'est qu'on a réussi. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas réussi. Sur un horizon de temps, par exemple, je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est clair, mais j'ai pas de réponse. Je crois que c'est parce que c'est pas, il n'y a pas de, on réussit ou on échoue. C'est pas comme une balance qui passe ou ne passe pas un seuil. On a déjà échoué parce que beaucoup de ce qui a été détruit est irréversible comme destruction, et encore, et l'avenir n'est pas écrit. Donc on pourrait faire pire, on pourrait faire beaucoup mieux. La question, c'est le damage control, quoi. C'est limiter le dommage par un changement aussi rapide des modes de vie, à l'aide des technologies, à l'aide des politiques, à l'aide des entreprises, en ayant conscience
je crois, c'est ça le message, c'est en ayant conscience que rien ne se fera de significatif, ni du côté du politique, ni du côté des entreprises, ni dans l'utilisation qu'on fait des technologies, si nous-mêmes ne nous remettons pas en question, et si les normes sociales ne changent pas. Donc votre question sur les normes sociales, c'est décisif à mon avis. Mais ces courses de vitesse, ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ça c'est certain. Et je crois que les gens qui travaillent là-dessus et qui sont honnêtes, ils sont toujours au bord de la dépression, et ce qui les sauve, c'est l'action. L'action parce que l'action permet de ne pas se sentir complice. Oui, mais vous avez déjà posé une question, donc je vais tourner vers vous, madame. Oui, moi je me demandais en fait si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la population. Vous voulez dire la croissance démographique? Écoutez, c'est intéressant parce que une slide que je n'ai pas montrée, c'est l'équation de Ehrlich-Holdren. Peut-être pour ça que vous posez la question, non? Mais Marc est en train de paniquer parce qu'il se dit « Ah, ce drink, on ne va même pas avoir le temps de boire. » On va boire assez, il n'y a pas de problème. Mais je vous montre quand même l'équation Ehrlich-Holdren, ça va m'aider à répondre à votre question parce que je crois que c'est vraiment clé cette question, malheureusement tout au début de mon truc. Hein. Mais si vous voulez, pendant longtemps aux Nations Unies, on a travaillé sur cette équation. IPACT, l'impact écologique, c'est le produit de 3 facteurs: la croissance démographique, population, l'affluence, la consommation, la richesse, et troisièmement la technologie. Et historiquement, ce qui s'est passé, ça c'était une équation très connue dans les années 60. Et historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les pays en développement ne voulaient pas qu'on interroge la croissance démographique, parce que pour eux, c'est une victoire. L'allongement de l'espérance de vie, le fait que plus d'enfants survivent, et même la puissance géopolitique que donne le fait d'avoir une population importante. Quand l'Inde a franchi la barre du milliard, ils ont fait de la fête dans la rue, quoi. L'Inde devenait une grande puissance. Donc, on n'a plus pu parler de population. Et puis, les pays riches, États-Unis en tête, ont dit « Notre mode de vie n'est pas négociable. On ne parle pas de l'affluence comme d'un problème. » Donc, on a biffé le A. Qu'est-ce qui restait? Il restait T. Et tout le débat sur la croissance verte, porté notamment à la conférence Rio +20 en 2012, c'est parce qu'il restait un seul espoir, c'est que les technologies progressent assez vite pour compenser la croissance démographique et compenser le fait qu'une classe moyenne émerge partout dans le monde qui a notre mode de vie à nous occidentaux. Moi, je n'y crois pas à cette fable de la croissance verte ainsi conçue. Donc, je crois que votre question est inévitable. Mais la croissance démographique, on a parfois voulu la combattre par des mesures autoritaires. Pensez à la politique d'Indira Gandhi en Inde dans les années 70, pensez à la politique de l'enfant unique en Chine, sur laquelle ils ne sont revenus que récemment. Or, la clé, elle est double pour réduire la croissance démographique. D'abord, l'éducation des femmes, qui permettront à celles-ci d'abord d'être plus autonomes financièrement, économiquement, mais aussi de se marier plus tard et donc d'avoir moins d'enfants. Et deuxièmement, la généralisation de la protection sociale. Parce qu'une des raisons majeures pour laquelle, dans des pays d'Afrique subsaharienne en particulier, les taux de fertilité demeurent très élevés, de l'ordre de 5 enfants par femme, c'est parce qu'on a peur de ne pas avoir de ressources suffisantes dans sa vieillesse. Il n'y a pas de sécurité sociale, et donc on veut espérer que quelques enfants vont survivre pour vous soutenir dans votre vieillesse. Dût-on généraliser la protection sociale, où l'on enlèverait un incitant puissant à avoir des familles nombreuses. Et ça progresse. Il y a un débat important aux Nations Unies aujourd'hui sur la sécurité sociale et la généralisation, et aujourd'hui, il devient raisonnable de penser que les pays en développement se doteront de systèmes de sécurité sociale dans les années qui viennent. Ce n'était pas pensable il y a 15 ans. Voilà. Donc, j'ai bon espoir que ça se ralentisse, mais je vous parlais des projections pour l'Afrique, c'est quand même incroyable. Hein. C'est déjà des pays qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ils vont voir leur population tripler d'ici la fin du siècle. Merci mille fois pour cette présentation, d'avoir bravé la fatigue pour venir partager avec nous tous ces apprentissages. Je retiens de cette présentation que le changement ne viendra
ne faut pas attendre le changement de la politique ou de la technologie, mais que ce changement doit venir de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Et donc j'espère ne pas avoir de biais d'optimisme en pensant que vous aurez inspiré plus d'une personne dans cette salle. Et donc pour ça, merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation.